toutes sortes d'histoires qui peuvent sortir là-dessus. Reste que la base, c'est le logement. Puis c'est un besoin primaire, le logement. Et je pense que tu ne peux jamais te tromper avec un multirésidentiel. Et c'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui vont commencer dans l'immobilier vont commencer par un investissement dans le multirésidentiel. Bonsoir à tous. Donc, comme le Patrice le disait, s'il vous plaît, votre caméra aussi, ça va être super plaisant. Donc, le sujet ce soir, on fait un combat entre l'investissement de type multirésidentiel, comme il m'a appelé le multilogement, puis l'investissement de type commercial pur. Par commercial pur, j'entends tout ce qui est les actifs de type industriel, tour à bureau, centre commercial, commerce de détail aussi. Donc, on a plusieurs courtiers immobiliers de l'équipe MML qui sont parmi nous ce soir. Aussi, Patrice va animer la séance. D'entrée de jeu, comme je disais, si vous avez votre opinion, vous êtes en faveur d'un ou l'autre des types d'actifs, participez. Ça va être vraiment ça qui va animer la discussion. C'est vraiment un format mastermind. Ce n'est pas une présentation de l'équipe MML. Au contraire, on veut vraiment participer. C'est ceux qui sont en transaction présentement. Gênez-vous pas. Apportez votre mot, votre opinion aussi. On veut vraiment sentir le pouls du marché là, aussi. Donc, je laisse Patrick introduire l'équipe, surtout le sujet de ce soir, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci, Gabriel. Merci de ton d'intro. Donc, grosse soirée. En effet, on a quelques courtiers PMML dans la salle, fait que ça, c'est vraiment apprécié. Je vois aussi beaucoup d'investisseurs que je connais bien. Investisseurs qui ont du commercial, il y en a qui ont du multilogement, il y en a qui ont les deux ici, comme je peux voir. Fait que ça va être intéressant comme conversation. Puis, bien sûr, ce soir, on va avoir la chance d'avoir Benoît Lorrain, qui va être avec nous de Gatineau. Salut, Benoît. Benoît, il se trouve être courtier qui focus le commercial, mais il fait les deux créneaux. Je pense que Benoît fait autant le multirésidentiel, mais bien sûr qu'il y a vraiment un gros potentiel de développement dans les régions de l'Outaouais au niveau du commercial. On a Laurent Paquin, Mélissa Jacob aussi dans le coin du commercial ce soir. Laurent et Mélissa, c'est une équipe de feu, tout le monde le sait. Pour ceux qui ont eu la chance de voir la présentation de Laurent à la Semaine des millionnaires du Club d'investisseurs immobiliers, c'était quand même solide. Et je pense qu'on a pas mal de profondeur ce côté-là. Et bien sûr, j'invite aussi Daniel Greco qui est avec nous. Daniel qui travaille avec son partenaire Mathieu. Il travaille bien sûr le commercial. Sinon, on a tous les autres courtiers PMML également qui travaillent le multilogement. Je peux voir Lucie Lequiec ce soir qui est avec nous. On a la chance de voir Lucie. On a bien sûr la chance de voir aussi Patrick, Fanny et Cédric. Cédric sont de retour de New York, qui était aujourd'hui à la grosse conférence à New York sur le multifamily, c'est-à-dire sur le multilogement là-bas. Je ne sais pas si la réception est bonne, c'est toujours en ligne, mais ça pourrait être intéressant d'avoir votre texte, ce qui s'est passé là-bas, puis comment que le marché se comporte. Donc, ça va être super intéressant. Fait que là, j'oublie certains courtiers, là, mais ça va venir au cours de la conversation. Mais surtout, en tant qu'investisseur, je veux avoir votre son de cloche, je veux avoir votre opinion ce soir. On a la chance la semaine passée d'avoir une belle participation. Patrick Gagné qui était là la semaine passée, Pat qui est encore avec nous ce soir. Patrick qui possède du commercial, il possède du multilogement, il possède des RPA. Écoute, c'est la diversification, ça c'est bien. Donc, David Michaud est avec nous également, un habitué. Fait que David, j'ai hâte de t'entendre un peu là-dessus. Et donc, ça va être super intéressant. Fait qu'on pourrait peut-être commencer. On va laisser la parole au courtier pour commencer, juste pour qu'ils mettent la table. Donc, Laurent Paquin, je te laisse débuter ça. Puis explique-moi donc pourquoi que le commercial, c'est vraiment mieux que le multilogement. Yes, bien, merci Patrice. Je pense qu'il y a trois gros facteurs qu'on va pouvoir approcher à soir, qui est la gestion au niveau le temps qu'on a à investir dans nos propriétés, le financement et bien sûr la rentabilité. Fait que je pense que c'est des points qu'on pourrait débattre. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de courtiers hypothécaires qui vont pouvoir appuyer les dires. C'est vraiment eux qui sont les spécialistes au niveau pour ce qui est le financement, les mises de fonds à mettre.
Fait que moi, je pensais commencer peut-être avec mon préféré qui est la gestion. Je pense que c'est là qu'est le nerf de la guerre. J'aime le multilogement, mais je le vois avec les propriétaires qu'on a que quand ils sont rendus à un certain niveau, ils ont besoin, bien, c'est le temps qui leur manque, dans le fond. C'est simplement ça, c'est le temps qui leur manque d'avoir à gérer chaque locataire, chaque renouvellement. Tandis que dans le commercial, ben, c'est pas compliqué, surtout dans l'industriel, on va aller chercher du triple net. Fait qu'il n'y a aucune gestion ou presque aucune gestion. Souvent, un triple net pur qui est bien setupé, mais on va parler de structure et toi. Fait qu'en partant, tu t'occupes de rien d'autre que ça t'enlève beaucoup de gestion. Aussi, pour ce qui est des baux, là, on a souvent des baux 5 ans avec des options 5 ans, 10 ans, 15 ans. Fait qu'encore là, une fois que c'est signé, on est parti. On est parti pour un 5 ans, 10 ans. Fait que tout ce qui est au niveau de la gestion du temps, j'aimerais ça entendre l'avis de mes collègues. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à ça, par rapport au multilogement, puis par rapport au commercial? C'est quoi l'avantage du multilogement au niveau de la gestion du temps? Puis après ça, on va même rentrer dans une petite parenthèse qui est la régie du logement parce qu'elle aussi, elle vient jouer dans notre temps. Fait que faut-tu que je lance la balle à quelqu'un, Pat? Je peux la lancer. Absolument. Je pense que tu as absolument la raison, Laurent. Puis l'autre point que je peux amener par rapport à la gestion, un des points qui revient souvent, c'est le fait que ce n'est pas régi par le TALM également. Quand ton bail est écrit, que c'est bien écrit, que des ententes sont bien faites, c'est noir sur blanc. Comme tu dis, tu es parti pour un long stretch, c'est-à-dire des 5-10 ans, même parfois quand on a des épiceries, ça va être du 20, des Canadian Tire, 20-25 ans. C'est des actifs qui sont très stables. Pour ceux qui n'aiment pas ça, recevoir des appels la fin de semaine, je pense que ça peut être votre type d'actif également. Ensuite... T'es un peu, Benoît. Laisse-moi t'arrêter là-dessus. Là. Vas-y. La semaine passée, on a fait un café PML, puis tout le monde disait là, qu'il n'y avait pas de renouvellement quasiment dans le multilogement, ça se louait, puis il n'y avait quasiment pas de roulement. Puis qu'est-ce qui arrive si ton loyer, là, le marché est prêt à monter, puis tu as signé un bail de 10 ans avec un propriétaire commercial? Dans le multilogement, là, ce qui est le fun, c'est qu'à tous les années, on peut ajuster. Peut-être pas comme on voudrait, mais habituellement, on peut ajuster au marché, puis dès qu'un locataire, il y a plus de roulement aussi. Tu sais, moi, m'engager là, pendant 10 ans de temps là, sur un prix, pas grand potentiel d'augmentation là, un coup que j'ai fait mon bail. Effectivement, mais généralement, on a déjà ça d'établi au bail. Il y a déjà les augmentations prévues année après année. Puis, c'est sûr que la façon d'optimiser ton immeuble, c'est complètement différent. Je pense que Laurent, ça pourrait être une des bonnes personnes pour pouvoir tout nous expliquer ça. Mais oui, effectivement, il y a possibilité d'augmenter les revenus de diverses façons. Là, mais quand tu as signé un bail de 10 ans, qu'est-ce que tu fais, Laurent? Tu ne peux pas rien faire, c'est signé. Comment tu fais pour augmenter les revenus? Bien, on y va souvent avec l'IPC. L'IPC, c'est la norme sur le marché. Souvent, on va mettre l'IPC, qui est l'indexation du coût de la vie, qui est produit par Statistique Canada à chaque année. Fait qu'on va se fier à l'IPC. Bien, souvent, même un propriétaire qui veut se protéger va mettre, ça joue dans les deux sens, mais un propriétaire va mettre IPC minimum 2 ou 2,5 Puis un locataire, lui, va vouloir se protéger de l'autre côté aussi en disant OK, l'IPC, mais maximum 3 parce que cette année, on s'entend, elle va être haute, mais les autres années, elle risque d'être moins haute. Fait que les propriétaires vont mettre une IPC de 2,5-3 qui est plus haute que l'augmentation que tu as le droit de faire tes locataires avec la régie du logement. On sait, l'année passée, elle était à peu près à 0,8 cette année, elle est un petit peu plus haute, mais ça reste que l'IPC est plus haute que l'augmentation qu'on a le droit dans le multilogement. Argument de masse, ça c'est sûr. Laurent, c'était quand même... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Pourquoi au niveau du multilogement, ça pourrait être plus facile à cause qu'on renouvelle plus rapidement? Oussem, je t'écoute. Oui, salut Pat, bonsoir à tous. En fait, moi, je me demande toujours si quelqu'un, par exemple, vient d'acheter comme un immeuble commercial et, par exemple, un local qui n'est pas optimisé, le loyer n'est pas cher et il veut comme négocier avec le locataire pour lui faire sortir, augmenter son prix. Mais le problème que le bail est comme publié au registre foncier. Si le bail est publié au registre foncier avec une durée comme 10 ans, 5 ans, d'après mes connaissances, le propriétaire, il doit comme respecter toutes les conditions et l'échéance du terme aussi. Par contre, dans le multilogement, si tu achètes un immeuble, tu veux optimiser, tu peux comme négocier à l'amiable avec les locataires
Et moi, de mon côté, en fait, je viens d'acheter un 6 et j'ai comme négocié avec quatre locataires et j'ai comme la possibilité d'augmenter les revenus de 40 000 jusqu'à 70 000, genre. Donc, je pense si le bail commercial est publié au registre foncier, à l'achat, ça va être vraiment difficile à comme négocier avec le locataire ou de le faire sortir pour optimiser le local. Je pense que, Mélissa, tu voulais te donner une réponse à ça? C'est ça que tu voulais faire? Ouais. OK, bien, pour répondre à ta question, tu as raison. Quand un bail est publié, le nouveau propriétaire doit le respecter. Si le bail n'est pas publié, dans le premier 6 mois de l'acquisition, il doit envoyer un avis pour pouvoir le reprendre 12 mois suite à la signature de l'acte de vente. Par contre, ce que tu viens de dire s'applique aussi dans le commercial. Toi, là, un locataire a le droit de maintien des lieux dans le multirésidentiel. OK? Parce que c'est un besoin essentiel. Bien, là, tu viens de le dire, tu vas aller négocier, tu vas essayer de faire un cash for key. Dans le commercial, tu as le droit aussi de négocier et de faire un cash for key. Ça, c'est la première étape quand un bail est publié. On va y aller avec cette optique-là. Puis souvent, on va essayer de négocier avant de notarier le tout. Parce qu'on va dire, si on vient à une entente, on a un deal. Si je ne viens pas à une entente avec ton locataire, il n'y a pas de deal. Fait que ça peut même se négocier d'avance. L'autre affaire, on le voit souvent dans des plus gros deals. L'acquéreur, c'est un propriétaire occupant. Il n'a besoin. Il ne peut pas attendre que le bail se termine dans 3 ans ou peu importe quand. Dans ce cas-là, j'ai vu des propriétaires dire, Laurent, donne-moi le bail, on va analyser s'il y a une faille. S'il y a une faille, que mon avocat dit qu'il y a une faille qui est faillable en cours, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que ça aussi, ça peut être une option, parce que ce n'est pas tous les bails qui sont faits de la même manière, contrairement à la régie du logement. Il y a des baux, pardon, je dis un bail, il y a des baux qui vont être de 3, 4, 5 pages. Il y en a que c'est des 15 pages, on a des 50 pages. Fait qu'encore là, des fois, il y en a qui ont des failles, puis le code civil prévaut là, dans le commercial, contrairement au TAL dans le multirésidentiel. Fait que s'il y a une faille due à quelque chose qui ne serait pas en lien avec le code civil, il y a toujours une place aussi là, rendu là pour sortir le locataire. Ou j'aime quand même mieux l'optique de juste négocier. Bien, tu vois, Laurent, moi, je t'écoute parler, là. Puis ça prend des avocats, puis tout. C'est assez compliqué, vous, le rien commercial. Sérieux, là, quand c'est rendu que tu es obligé de prendre des avocats à chaque contrat, 50, 60 pages, tu disais des beaux. Caroline, c'est pas simple, ça. Moi, en tant qu'investisseur immobilier, là, je fais une business là, qui est surtout la majorité du monde investissent à temps partiel. Ce n'est pas leur occupation principale. De commencer à niaiser avec toutes ces pages, c'est beau de 60, 70 pages, je trouve ça vraiment peut-être un peu complexe pour commencer. Bien, tout d'abord, moi, je dis tant qu'il y a un bail pour chaque type de locataire. Dans le sens que tu ne veux pas faire peur au salon de coiffeur qui va s'ouvrir dans ta petite strip avec un bail de 50 pages. Puis d'ailleurs, tout de suite après que j'ai fini mes commentaires là-dessus, je pense que Florian là, pourrait élaborer là-dessus. Là, Florian, il est très fort dans la location. Mais moi, je dis tout le temps qu'il y a un bail pour chaque type de locataire. Puis plus qu'on va monter dans la complexité, puis dans le prix qui est payé par mois par le locataire, c'est sûr qu'on va se rendre à 50 pages, mais je te dirais, Patrice, que c'est très rare qu'on se rend là, ou sinon, c'est quand on fait affaire. Mais moi, déjà là, je t'écoute, là, puis les salons de coiffeurs, tu fais juste me dire ça, là. Puis on dirait que quelqu'un viendra me voir, puis j'ai un local à louer, puis il dit, j'ouvrais un salon de coiffeur. Je ne suis pas sûr que ça me tenterait. C'est sûr. Rendu là, ça peut être... Laurent, tu peux me rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Là, si je fais exprès. Là. OK, laisse-toi aller un petit peu. Ne te gêne pas à soir avec Patrice, s'il te plaît, devant tout le monde. Tu peux me remettre à ma place. Mais je fais l'avocat du diable un peu, mais sérieux, là, un salon de coiffeur. Oui, bien écoutez, M. Ménard, je comprends votre point de vue, mais ça, c'est propre à chaque investisseur. Il y a des investisseurs que tout ce qu'ils veulent, c'est pas des locaux vides, puis ils veulent avoir une rentabilité parce que les autres, ils n'ont pas de projet prévu. Tandis qu'il y a d'autres investisseurs qui veulent des beaux solides, avec des locataires solides, avec des bons chiffres pour aller refinancer ou pour vendre. Ça, c'est totalement différent. Ça, c'est propre à chacun. Vous avez le droit à votre opinion, M. Ménard. Merci, M. Paquin. Je pense que vous avez du renfort, là, M. Archaoui et M. Leterrier par la suite. Oui, bonjour, M. Paquin et M. Ménard. Je pense que j'arrive en renfort pour le commercial. En fait, les salons de coiffure, c'est des très, très bons locataires. La raison pour ça, c'est que c'est des cash business. Tout ce qui est cash business en commercial, ils ont un peu plus de misère à acheter un immeuble parce qu'il y a une bonne partie des revenus qui sont comptants. Par exemple, quand ça vient à louer, c'est des très, très, très bons payeurs. Donc, ça fait partie des business qu'on veut avoir. On a tous vu ça en mars 2020. Ben écoute, ils sont encore ouverts. Tu te fais couper les cheveux, Pat, non?
Moi, oui, en tout cas. Donc, moi, c'est Sana qui l'a fait, en tout cas, au mois d'avril-mai, mais quand même. Ça a été quand même, ça a été difficile là, pour les salons de coiffeur. Hein, c'est ça, là. Tu sais, on rentre dans le sujet, là, on est en train de sortir de la bulle du COVID, mais littéralement, le commercial, il a mangé à la claque. C'est pour ça que c'est important, M. Ménard, d'être diversifié dans le commercial. Même principe que dans le multilogement, on va essayer de ne pas tout être dans le même secteur. On ne veut pas juste des 2,5 ou des 3,5. On va essayer de diversifier. Même principe dans le commercial. Je ne suggère pas à personne de faire juste l'industriel ou juste du commerce de détail ou juste du bureau. Suite à ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, on a vu le bureau, il a mangé à la claque. Puis c'est correct, ça fait partie de la business du commercial. Le commercial est plus risqué, mais comme on va en discuter tantôt, il est beaucoup plus rentable. Fait que tu mets déjà à table tantôt sur un autre aspect, la rentabilité. J'ai hâte d'arriver dans cet argument-là. Florian? Oui, moi, je voulais reparler, pour faire juste la petite aparté sur le salon de coiffure. Déjà, ça dépend quel salon de coiffure on va établir. C'est un barbeur ou un salon de coiffure mixte pour hommes et dames. Ça dépend aussi du prestige du salon de coiffure. Je le sais parce que je négocie présentement un bail pour un salon de coiffure. Puis, ça peut être parfois même plus rentable que d'autres types de business. Il y aura toujours des coiffeurs, il y aura toujours des gens qui vont se faire couper les cheveux. Donc, c'est une bonne business. Puis, c'est sûr que ça va dépendre aussi de la qualification du locataire. Il y a plein de façons de qualifier un locataire, mais je comprendrais qu'un bailleur n'ait pas envie d'aller de l'avant avec tel ou tel business. Mais c'est ça. Donc, un salon de coiffure, ça s'établit sur du 5-10 ans. S'ils ont du succès, ils restent, puis ils ont une clientèle qui est stable. Donc, moi, je trouve que c'est un bon locataire. Après, il faut voir un petit peu comment est-ce qu'il se qualifie. Est-ce qu'il a d'autres succursales? Est-ce que c'est sa première succursale? Puis le nombre d'années. Moi, j'étais voir mon banquier, puis j'ai dit j'ai un strip commercial avec un toilettage de chien, un salon de coiffeur et également, je ne me rappelle plus quel autre commerce qu'il y avait, là, mais, parce qu'il a fermé rapidement. Mais la banque avait été réticente un petit peu. Mais ça, M. Ménard, vous voyez, c'est une très belle opportunité. Parce que dû aux locataires qui sont en place, que ce soit tatoueur, salon de coiffure, animalerie, bien, on va dire que c'est des locataires moins solides, les banques vont être plus frileuses. Donc, ils vont demander une plus grosse mise de fonds. Ça va être plus dur à financer, ça va faire baisser la valeur de l'immeuble. Moi, je vois juste là une opportunité d'aller acheter cet immeuble-là, de faire un roulement de locataires, de l'optimiser avec des locataires AAA, puis ensuite de repasser au financement. Je pense que tu as du renfort, Mme Mélissa. Oui, M. Ménard. Pour revenir sur le point tantôt, le COVID et le commercial. On s'entend que l'industriel, les 2 dernières années, ça a été aussi fort que l'unifamilial. C'était en feu. En 2 jours, on avait des promesses d'achat sur tous nos immeubles industriels. Fait qu'on peut pas dire que le commercial n'y était pas en feu. En tout cas, pas l'industriel dans les 2 dernières années. Tu as raison. En effet, l'industriel, qui est une petite partie du commercial, a en effet eu une explosion pendant le COVID. Fait que je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais moi, là, qui ai un immeuble à bureau, là, qu'est-ce que je fais là? Moi, je pense qu'il faut être patient et il faut chercher les opportunités, tout simplement. Je me plais à dire ça souvent dans mes présentations à tous mes clients, M. Ménard, puis je vais vous le répéter à vous. Avant, dans la bourse, on observait des curves en lettres, dont le V. Le V descend rapidement et remonte rapidement. Il y avait aussi le U. Ça descend lentement, ça remonte lentement. Puis il y avait le W. Maintenant, le COVID a amené une nouvelle curve en bourse qui est le K. Donc, le K, il y a des compagnies qui ont été propulsées dû au COVID, puis il y en a que ça a chuté carrément. C'est juste simplement d'essayer de cibler les entreprises qui se retrouvent dans la flèche montante du K. Okay. M. Laurent Paquin, moi, en tout cas, j'ai eu quelques propriétaires, tu sais. Puis eux autres, là, ils étaient tous propriétaires de commercial. Puis leur première théorie, c'était la première lettre, c'était le F, le deuxième, c'était le U, le troisième, c'était le C, puis je te laisse continuer. Le cas. Donc, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Mais blague à part, on va y aller avec Kay. Si tu peux ouvrir ta caméra, Kay, merci. Oui, ben pour aller un peu à la défense du commercial, sans nécessairement dire que c'est meilleur que
qu'au niveau du résidentiel, mais par rapport au résidentiel, on a le droit d'être discriminatoire dans le commercial. Les locataires potentiels qui viennent, si on ne les aime pas, si on trouve qu'ils ne sont pas assez solides, si on n'aime pas leur type de commerce, on peut dire non, tout simplement. Alors que dans le résidentiel, on ne peut pas dire tu as des enfants, on ne veut pas t'avoir, on n'a pas le droit normalement de faire ça. Alors que dans le commercial, on peut le faire, on peut dire OK, c'est quoi ta solidité financière? On peut dire que OK, c'est ta compagnie qui loue, mais je veux que tu sois caution personnelle. On peut mettre toutes les conditions qu'on veut. Et puis, mais à ce moment-là, OK, moi, j'écoute tes paroles en ce moment, OK, puis moi, je te connais très, très bien, là, OK? Mais ton action, elle n'est pas dans le commercial, elle est dans le multilogement. Fait qu'est-ce qui fait que tu possèdes un parc multilogement au lieu d'un multicommercial? Il y a sûrement quelque chose que tu vois dans le multilogement qui est beaucoup plus intéressant que le commercial. C'est plus facile, le multi-résidentiel, c'est sûr, c'est plus facile. J'ai un petit peu de semi-commercial, gère 9 unités, je pense c'est quoi, 9 unités commerciales. Et puis, c'est une des choses qui a été mentionnée plus tôt, c'est que au niveau de la gestion, c'est beaucoup plus facile. Dans le commercial, on n'a pas besoin, s'il y a un bris, quoi que ce soit, sauf si des bureaux, par exemple, évidemment, ça dépend de la catégorie de commercial qu'on a, mais dans le retail, par exemple, c'est les locataires qui s'occupent de tout. Il y a un problème d'électricité, c'est eux qui s'en occupent. Il y a un problème de plomberie, c'est eux qui s'en occupent. Il y a personne qui va t'appeler pour dire « Ah, mais il y a ci, il y a ça qui ne fonctionne pas » ou quoi que ce soit. C'est eux-mêmes qui doivent s'en occuper. Souvent, la plupart du temps, dans les baux, c'est comme ça qu'on les met. C'est eux qui font les rénovations. Souvent, ils vont mettre beaucoup d'argent en travaux. C'est pas rare de voir un locataire qui arrive et qui met 100 000 $ d'amélioration locative dans le commerce et puis dans lequel tu sais que ça améliore ton immeuble directement. Mais c'est sûr que dans le multi-logement, c'est juste plus facile. Il y a moins c'est moins compliqué. Il n'y a pas de baux d'une quinzaine de pages ou plus. Il y en a plus sur le marché aussi qui sont là. Donc, c'est plus facile de faire les analyses. Et c'est moins risqué aussi. Mais c'est sûr qu'en termes de rentabilité, si tu es bien placé, dans le commercial, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment l'emplacement, c'est beaucoup plus important que dans le résidentiel. C'est-à-dire les micro-emplacements. Donc, tu peux être dans un secteur, tu peux être dans Ville-Marie, par exemple, mais tu es dans une rue qui est transversale à une grande rue passante, puis tu n'auras pas du tout la même valeur locative que dans le résidentiel. Donc, c'est sûr que le résidentiel, c'est plus facile, c'est moins risqué. OK, je suis d'accord avec toi. Puis je t'ai mis sur le spot un petit peu, là, mais je sais que tu fais une très belle job au niveau résidentiel. C'est pour ça que je te demandais. Mais j'ai besoin d'aide un petit peu dans le multirésidentiel. Là. J'ai besoin des investisseurs qui m'appuient un petit peu parce que les courtiers PMML, en ce moment, j'en vois un peu. Je vois pas. Ah, mais je vois Lucie. Lucie, qu'est-ce que tu en penses du débat qu'on a jusqu'à maintenant? Je trouve ça très, très intéressant. Puis je pense que tout le monde a apporté des très bons points. Effectivement, ça revient un petit peu à la diversification de ces investissements. Puis c'est un bon point au niveau du risque. C'est sûr que lorsqu'on débute dans ces investissements, je pense qu'effectivement, c'est plus facile dans le résidentiel. C'est moins risqué aussi. Je veux dire, le taux de vacances, on le sait actuellement, est très, très bas dans le résidentiel versus le commercial durant la COVID où beaucoup de commerces sont fermés. Il y a beaucoup justement de locaux qui ont été vides pendant longtemps aussi. Donc à ce moment-là, c'est un coût beaucoup plus dur à ce moment-là pour les investisseurs, alors que je pense qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. On a eu un mini débat lors d'une soirée au Club Immobilier, si je ne me trompe pas, là, avec Laurent. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on parle aussi au niveau des locataires, lorsqu'on a un commerce avec un locataire versus un multilogement de 15 unités, quand on a un locataire qui part, ça fait beaucoup moins mal au résidentiel. Ça se loue très rapidement. C'est très rare que, en fait, le résidentiel, là, vous ne trouvez pas de locataire. Donc, à ce moment-là, effectivement, le commercial, oui, c'est très rentable, mais définitivement, le résidentiel, c'est beaucoup moins risqué. Donc, mais je pense que la diversification d'un bon portfolio aussi, c'est très important. Donc, c'est pas mal ça. Merci, Lucie. En fait, tu amènes des points importants. Tu as parlé de le risque. Tu sais, on va dire vraie chose, là. Les banques financent entre 85, même maintenant, jusqu'à 95
OK, au niveau, même jusqu'à 95 au niveau résidentiel, avec le nouveau programme à PH Select. Dans le commercial, là, désolé, mais les conditions ne sont définitivement pas pareilles. Donc, moi, je propose vraiment là, qu'on débatte un peu là-dessus. Vanessa aussi, qui a la main levée. J'aimerais ça écouter Vanessa qui fait le multilogement. Oui, salut tout le monde. Moi, en fait, c'était pour revenir sur le point de la gestion. C'est sûr que Laurent il disait il y a beaucoup que la gestion commerciale, c'est plus facile, mais je pense que dans le multirésidentiel, c'est ça la beauté, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Puis justement, pour un propriétaire, pour un investisseur qui ne veut pas faire de la gestion, ben, il y a la possibilité aussi de donner la gestion à une compagnie de gestion, dans le fond. Fait que je pense qu'il y en a pour tout le monde. Fait que, dans le sens que ça peut être aussi juste donné à une compagnie puis ne pas avoir à s'occuper de ça. Fait que les deux investissements, ils peuvent ne pas avoir de gestion dans ce sens-là. Là. C'est ce que je voulais apporter comme point. Absolument. Puis ça, c'est un point majeur, c'est qu'au niveau du multirésidentiel, on peut littéralement, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus facile à donner en gestion, beaucoup plus d'entreprises. Donc, on a beaucoup ça, ça peut être intéressant. Sinon, j'aimerais peut-être entendre des investisseurs. J'ai Florian qui a la main levée. Florian, est-ce que c'est depuis tantôt, tu avais un point à ajouter? C'était pour revenir sur les bureaux parce que c'est pas vrai que la COVID, elle a eu effectivement, il y a eu beaucoup de télétravail pendant la période de pandémie. Mais si je prends juste l'exemple de PMML, combien de bureaux ont été ouverts pendant la période de pandémie? 5, 6, je crois. PMML est l'exception à la règle, mon cher. On ne fait rien comme les autres. Juste, en dehors de PMML, il y a tellement de services qui sont obligés d'avoir des bureaux. Alors peut-être qu'ils vont réduire leurs espaces, mais si je pense à une agence immobilière, des comptables, des avocats, des designers, ils ne peuvent pas recevoir une clientèle dans leur salon à la maison. Donc ça prend des places d'affaires, peut-être plus petites que ce qu'ils avaient précédemment, mais ça prendra quand même une place d'affaires. Donc le bureau, il ne perdra pas de son intérêt, même s'il y a du télétravail ou une fonction hybride là, dans la façon de travailler pour les employés. Donc, je crois au bureau, définitivement. OK, vraiment, tu as raison sur tous les points. J'aimerais entendre Luigi. Luigi, je pense que j'aimerais ça entendre de ton côté. Qu'est-ce que tu penses qui est mieux, le commercial ou le multilogement? Salut Patrice, ça va? Ça va bien. Ben, moi, honnêtement, là, je pense, Patrice, là, qu'il manque 1 milliard de logements sur la planète. Je pense que si on n'a pas fini de faire la guerre, on va déplacer des gens. Ça va être épouvantable. Mais on va continuellement manquer de logements. Il y a un bon livre là, qui s'appelle Empty Planet, où on parle de la population vieillissante, puis que le Canada, on devient la terre d'accueil partout sur la planète. Puis on a la place, plus on a le territoire de un. On a le territoire pour accueillir les gens, puis on a le savoir-faire pour construire tout ça. Présentement, il n'y a pas de vouloir politique, mais plus qu'on va être entassé, plus que les villes vont faire qu'ils dérougissent puis qu'ils densifient les zones. Le commercial, c'est bon pour les gens qui veulent parker de l'argent parce que ça va être les futurs sites à être développés pour faire comme Inor a vendu, là, Place du commerce à Brossard, ça va monter, ça va être de l'habitation. Acheter du commerce de détail pour faire du détail, je ne crois pas à ça, là. Puis la survie de l'avenir, c'est vraiment là, à travailler avec des petits clients, là, puis miser sur peut-être centaine de petits clients au lieu de miser sur un bail. Pour moi, honnêtement, je préfère miser comme ça. Oui, puis on s'entend aussi que, comme tu parles, en plus, toi qui aimes bien la construction, on s'entend que présentement, la construction neuve, le boom est littéralement dans la construction de logements. L'offre et la demande présentement, il y a un écart énorme au profit de ceux qui veulent construire et créer du logement. Les taux de vacances que le CHL nous a donnés il y a 3 semaines démontrent encore une fois que l'engouement est là. Fait que selon moi, là, définitivement, puis je pense aussi que, bon, là, je m'amuse un petit peu ce soir pour essayer de trouver des contre-arguments au commercial, mais reste que la porte d'entrée, peut-être qu'à un certain niveau, dans votre carrière d'investisseur, c'est bon le commercial, mais quelqu'un qui commence, là, on peut-tu faire un petit sondage ici, à main levée avec, pour ceux qui ont la caméra ouverte, là, qui a commencé avec le multilogement avant d'aller dans le commercial?
Qui a commencé dans le commercial? Parce qu'il y a une couple qui n'ont pas commencé encore, là, je vois ça, là, mais je pense que ça serait important de réagir un petit peu. Mais moi, je crois que la porte d'entrée est toujours plus facile dans le multilogement parce que les conditions de marché, les banques sont prêtes à avancer avec nous. Les banques vont exiger moins de demandes, puis si on peut en parler à des courtiers hypothécaires commerciaux, où est-ce que les banques vont être beaucoup moins exigeantes au niveau de l'expérience de gestion dans le multilogement. Pourquoi? Parce que le multilogement est plus simple à gérer. Et pourtant, on pense que c'est plus simple le commercial à gérer, mais pourtant, les banques, eux autres, qui deviennent partenaires à 75, même 95 de votre parc, eux pensent que le multilogement est la porte d'entrée et que c'est plus simple à gérer. Donc, je pense que c'est un argument massif et juste au financement. Je vois Patrick Gagné qui est avec nous ce soir. Pat, toi, là, qui as des multilogements, tu as du commercial, tu as RPA, donc peut-être d'autres choses, condo, chalet, sûrement, je sais que tu as un beau chalet, mais sinon... chalet locatif, oui. Tu as les chalets locatifs aussi. Toi qui es diversifié, là, ça a été quoi ta porte d'entrée, premièrement, dans l'investissement immobilier? Résidentiel. On a bâti des condos pour commencer, puis après ça, vendu les condos. Ça a quand même bien été. Mais ça fait longtemps de ça. Parce que j'ai acheté du résidentiel, là, ouais, des gros. J'ai jamais commencé avec les petits parce que je trouve que le cash flow est vraiment, vraiment pas là. Donc, j'ai commencé avec des 16 en partant. Avec un c'est ça, mais si les cash flows ne sont pas là, pourquoi qu'on va dans le multirésidentiel au lieu du commercial? C'est une question, je pense, ouverte. Là. À toi, Pat, et à tout le monde peut répondre. Parce que c'est plus simple. La barrière d'entrée est moins haute. Plus simple. Barrière d'entrée est moins haute, OK. Mais c'est plus payant. À quel point tu veux donner le contrôle à la régie, puis les revenus aussi qui vont avec, pour moins avoir de job à faire au début. Tu sais, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Parce que tu fais bien la job au début dans le commercial, tu n'as plus besoin d'en faire après. C'est bien dit, c'est vrai, Anthony. Puis tu le sais fort bien là, pour avoir négocié plusieurs beaux commerciaux. Si tu fais ça comme il faut au départ, ça se passe très bien. Mais Pat, pour retourner à Patrick, maintenant, tu as le commercial. Qu'est-ce qui a fait que tu as sauté dans le commercial? À quel moment de ta carrière d'investisseur? Puis pourquoi tu l'as fait? Écoute, c'est parce qu'elle était très bien placée. J'ai déjà eu mon bureau là-bas. Puis là, j'ai dit un jour, je vais acheter cette bâtisse-là. Puis finalement, je l'ai acheté 4 ans plus tard. Écoute, j'ai vraiment vécu des moments difficiles en 2020 avec le commercial. J'ai tombé 70% vide. Tantôt, vous parlez de coiffeur qui est parti. Vous parlez d'esthétique qui est parti. Un petit bureau de comptable qui est parti. Une compagnie d'agence qui ont déménagé en même temps en 2020. Ça a été très difficile. 2020, pour attirer des gens, il a fallu que je signe des contrats d'un mois, 3 mois, 6 mois dans la période de COVID. Les gens avaient peur. J'ai parti une place qui s'appelle Zone Pro, des petits bureaux locatifs qui m'ont, excusez le langage, m'a sauvé le cul un peu. Aujourd'hui, je suis 92% plein et j'ai signé des beaux bails avec le dentiste qui vient protéger la bâtisse. C'est ce qu'on disait tantôt, là, des bonbons. Je me suis fait avoir aussi avec certains bails de 60 pages que les gens ont tellement eu peur qu'ils m'ont coûté comme 5 000 $ de négociation pour finalement partir. Fait que j'ai tout goûté au commercial. Pat, tu es en train de me dire que ton résidentiel t'a sauvé le derrière? Mon résidentiel m'a sauvé solide. En 2020, il m'a sauvé. Pas l'avoir eu, je pense que j'aurais peut-être perdu le commercial. OK. C'est sûr. Quand tu es à 70% vide, là. Fait que, puis je sais comment tu es un gars assez quand même très à ton affaire. Hein? Fait que, puis tu as été, malgré le fait que ton immeuble est en plein cœur de Saint-Bruno, en plein centre de la ville, okay, qui est une bonne ville économiquement, qui a une bonne clientèle, des bons propriétaires. Donc, malgré le fait que tu es en plein cœur de Saint-Bruno, tu as quand même eu cette difficulté-là. Et c'est là que ça résume un peu l'expérience de beaucoup de monde par rapport au commercial. C'est que le commercial, quand ça va bien, mais quand ça va mal, s'il vous plaît.
Fait que je pense que tu as un point important. Mais de l'autre côté, maintenant, tu te repositionnes, bien, ça veut dire que le commercial, tu peux aller chercher cette plus-value-là. Fait que je pense que c'est la fameuse lettre que Laurent expliquait tantôt, mais il y a peut-être un petit peu moins de yo-yo là, dans le résidentiel, ce qui nous permet de nous sauver. Donc, tu as bien équilibré. Là, on pourrait faire un parallèle avec le marché boursier où tu as une partie de ton investissement à haut risque, à moyen risque, l'autre à faible risque. Et c'est ça. Tu es aussi dans les RPA, Pat. Fait que je me suis encore là, les RPA. C'est un RPA léger. C'était un 50 ans et plus, mais je n'offre pas tout à fait des services. Mais oui, c'était 50 ans et plus. 50 ans et plus, tu vois, puis là, tu as une stabilité. Je pense que ton taux de roulement est minime, là. Les seuls taux de roulement que j'ai là-dedans, c'est vraiment des gens qui quittent pour RPA, malheureusement, ou décès. Mais je n'ai pas un grand. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment. Puis le monde qui vient dans ma bâtisse, c'est du. Quand je fais les tests d'enquête, là, c'est du 800, 750, 800 et plus. Là. Ouais, j'ai vraiment une belle clientèle. Ouais. Effectivement. Intéressant, Pat. Puis de voir ça, justement, que le résidentiel a sauvé un peu le commercial. Mais de l'autre côté, après ça, le commercial, tu peux quand même bouger plus rapidement, d'être plus créatif. Ça t'a permis de changer la vocation. Tu as fait des bureaux, peut-être pas un mini-centre d'affaires, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais... on a appelé ça tout simplement Zone Pro, Patrice. On a appelé ça Zone Pro pour zone professionnelle. Puis on a appelé ça Zone avant que le COVID appelle ça Zone jaune, Zone rouge. C'était vraiment okay. On a parti ça avant tout le monde. Mais on a appelé ça Zone Pro. Puis j'ai un de mes amis qui a parti ça à Longueuil aussi, Zone Pro. Puis écoute, c'est plein. On a une petite liste d'attente, mais c'est des bureaux à 750, 950 $ par mois. Fait que c'est pas quelque chose qui est énorme, mais on peut atteindre jusqu'à 2-3 personnes par bureau. Fait que tu as réussi à l'intérieur même du commercial de diversifier encore là, d'aller chercher plus de locataires. Comme ça, s'il y en a un qui part ou deux, mais ce n'est pas la fin du monde versus l'ensemble de l'immeuble. Je vais t'avouer, Patrice, que mes beaux, ils ont 4 pages. Très facile, pas d'avocat. Tu ne payes pas, tu sors. C'est bon comme ça. Donc, merci, Pat. Très intéressant. David Michaud est avec nous. David aussi qui a investi quand même pas mal chez plusieurs immeubles dans les dernières années. À ma connaissance, David, tu es seulement dans le multirésidentiel ou dans le multilogement? Oui, salut. Oui, ben, dans le fond, multirésidentiel, mais en ce moment, j'ai une offre d'achat acceptée, puis on est juste en attente du financement pour un commercial. Mais le commercial, je l'ai acheté justement parce qu'il y avait un dentiste en bas avec un lombeau. Ou sinon, j'aurais juste pas touché. Fait que j'ai confiance. Puis, tu sais, juste le dentiste, dans le fond, il paye toutes mes dépenses puis l'immeuble. Fait que le local, ben, j'ai 4000 pieds carrés en haut que s'il est vide, ça me dérange moins. Mais en ce moment, il est loué. Puis j'ai un autre local en bas. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé dans ce commercial-là. Mais sinon, ouais, le résidentiel... Comme que tout le monde dit, oui, c'est facile, mais compliqué. Mais je trouve, en tout cas, jusqu'à date, je trouve que c'est plus facile, justement, que le commercial. Et mes études que je fais, mes due diligence, comme on peut dire, là, c'est quelque chose de touché, le commercial. Justement, quand tu as acheté j'ai trouvé ça quand même assez complexe. Puis je vois que Florian, ce soir, que tu es l'expert PMML pour la location commerciale qui est avec nous. Et ça me fait rire parce que tu achètes un immeuble de 20 millions ou 15 millions, puis tu as une promesse d'achat de même pas 10 pages, puis tu loues un bail à 10 000 par mois, puis c'est 70-80 pages. Fait que à quelque part, il y a quand même une complexité là-dedans, mais le fait que ça soit moins régi, c'est là qu'on voit que vraiment, c'est beaucoup plus complexe, en effet. Fait que, Luigi, tu as la main levée? Oui, Patrice, il faut prendre encore pour ton côté là, des immeubles locatifs. L'autre soir, je suis allé voir une partie au Centre Bell, puis je suis allé m'asseoir à Cage au Sport après avec un de mes chums. On a pris un verre, puis je regardais les grandes tours dehors. Puis je me suis demandé combien de ces gars-là qui avaient reçu des huissiers, des propriétaires des grandes tours qui avaient reçu des huissiers, parce que souvent, ces gars-là, ils laissent toutes les propriétés personnelles en garantie. Combien qui avaient reçu des huissiers chez eux pendant le COVID? Je comprends. C'est-à-dire que par rapport au commercial, que ça a brassé. Puis l'autre point où on parle de COVID, là, savez-vous que littéralement, les propriétaires d'immeubles résidentiels, multilogements, ont été subventionnés par le gouvernement indirectement?
Parce que la PCU, là, c'était pour qui la PCU, vous pensez? C'était pour les locataires résidentiels. Puis pourquoi ils ont donné cet argent-là aux locataires résidentiels? Vous pensez? Pour payer le loyer, qui est le besoin de base, puis se nourrir. Okay? Donc, il y a toutes sortes d'histoires qui peuvent sortir là-dessus. Reste que la base, c'est le logement. Puis c'est un besoin primaire, le logement. Et je pense que tu ne peux jamais te tromper avec un multirésidentiel. Et c'est pour ça que je pense que la majorité des gens qui vont commencer dans l'immobilier vont commencer par un investissement dans le multirésidentiel. Les gens de commercial sont très tranquilles, soudainement. J'aime ça. Moi, Laurent enlève son manteau. OK, c'est bon, Laurent. Lève-toi tes manches, s'il te plaît, parce que c'était vraiment juste une pub là, avec les gants de boxe. OK, j'y vais? Bien sûr. OK. Pour la période COVID, pour tous les locataires de locaux commerciaux, ils avaient aussi la possibilité de pouvoir faire payer leur loyer par le gouvernement. Ils avaient juste à transmettre leurs états financiers de l'année précédente au propriétaire. Et donc, le propriétaire, c'est sûr que ça demandait quand même une démarche du bailleur d'aller chercher jusqu'à 75% du loyer qui était payable par le locataire. Donc, malheureusement, les locataires qui ont quitté, c'est soit ils n'avaient pas un an d'affaires, en tout cas dans le local, soit ils voyaient un avenir très très sombre et ils ont eu cette possibilité de sortir. Mais sinon, il y avait la quasi même pour les... Il faut faire attention, Florian, puis corrige-moi, il n'y a pas de souci. Mais je me souviens bien, c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a fait, il dit oui, je vais payer une partie, mais il a obligé les propriétaires à subventionner, à écoper. Donc, pour subventionner 25 il fallait que le propriétaire également écope de 25 à part égale. Donc, les propriétaires commerciaux et le gouvernement t'ont obligé à accepter là, une réduction de 25 de loyer. Oui, il y avait 25 qui se perdaient effectivement à quelque part. C'est vrai. Donc, c'est ça. Anthony. Tu avais le choix de ne pas l'accepter puis de changer de locataire. Tu n'étais pas obligé de prendre l'aide gouvernementale. Si tu la prenais, tu prenais un discount de 25 mais j'ai vu plusieurs de mes propriétaires qui n'ont pas fait le discount de 25 Ils ont dit, OK, on va le faire, puis on va s'arranger par la suite, ou ils ont changé le renouvellement de bail. Il y a une façon de faire pour compenser en bout de ligne, sinon il aurait juste changé de locataire. Mais je veux parler de... Merci Anthony de me préciser ça, c'est très apprécié. Ouais. Je vais parler d'essentiellement aussi dans le commercial, là, chaque fois que ton locataire il commande la bouffe, OK? Chaque fois que tu as besoin de changer ta poignée ou ta toilette, elle vient d'un immeuble commercial, elle vient d'un immeuble industriel. Puis, je dis souvent ça à mes clients, là, mais Amazon, ils livrent en 2 jours. OK? Avant, c'était quoi, une semaine? Ils ne s'en vont pas vers le mois là, pour la livraison. Ils s'en vont en heures. OK? C'est là que ça se dirige. OK? Il n'y a rien qui va arrêter ça. Puis ça, c'est que du commercial. Parce qu'on parle beaucoup de le commercial qui a été le plus impacté. Puis il faut que ce soit aussi un fair fight. Dans le commercial, il y a bien des choses, comme disait Laurent, qui ont explosé. On peut demander aux pizzerias, ils vont dire que le COVID, c'est leurs meilleures années à vie. Même chose pour les dépanneurs, même chose pour les pharmacies. Écoute, il y a des commerces qui ont été créés carrément. Là. Le nombre de masques qu'on a produits, shippés, entreposés, juste la réparation des camions FedEx, OK, au Québec, c'est un marché qui a fait 500 % cette année. OK? C'est ridicule parce que tout le monde ship tout. Puis ça se fait quoi? Ça se fait dans un garage commercial. Fait que, tu sais, il faut regarder les différentes industries. Mais ils shippent où, ces gens-là? Amazon, FedEx? Pardon? Ils shippent où? À quel endroit? Ben, pour chaque camionneur, ou camionneur, chaque chauffeur, il y a combien de locataires? Ben, c'est une bonne question. Écoute, dorénavant, vu qu'on essaie de réduire en heures, je te dirais qu'il y a de plus en plus de chauffeurs par locataire. Donc, plus de locataires que de locataires commercial. Exactement. Mais un loyer d'un chauffeur, d'un commercial, il vaut à combien d'unités résidentielles aussi? Non, le chauffeur de FedEx, c'est une maison. Il n'est pas locataire. Laurent, tu disais bien, trouve-moi un locataire résidentiel qui va te payer 150 000 par année. Il n'y en a pas. Fait que
c'est un donnant-donnant. Puis, comme je dis, il y a des industries qui sont en pleine émergence. Si on se pose la question quelle industrie va être là dans 5 ans, dans 10 ans, puis qu'on sait pour sûr, qu'on achète un immeuble comme ça, mettons, je dis ça comme ça, un immeuble de vente de voitures sur la métropolitaine, il y a très peu de chances que dans 5 ans, 10 ans, on n'ait pas de locataire ou un problème à ce niveau-là. D'accord, OK, c'est bien. Bon argument, tu as raison. Je veux dire, en effet, les industries s'en vont. Ben, là, on parle surtout d'industriel, moi. Moi, quand je t'écoute, je parle d'industriel, mais on le sait que l'industriel, c'est la seule segment présentement qui va bien au niveau du commercial. Mais moi, je vois... Bon, un commerce de détail, OK, c'est parfait. C'est sûr que McDonald's va bien, puis Chijo Pizza aussi va bien, puis ça, il n'y a pas de souci. Hein, tout ce qui est take-out. Moi, je vois Patrick Beaulieu qui est en auto. Est-ce que Pat est en mesure de parler? Je sais que tu es à quelque part aux États-Unis, entre New York et Montréal. Ce serait le fun d'avoir ton son de cloche là-dessus. Je suis sûr que ça te mord les lèvres depuis tantôt. Ah ouais. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, excellent. Désolé, ça a été long. Ah ouais, mais on a perdu un bout, hein? On a passé aux douanes. Puis après ça, le réseau ne revenait pas, donc c'était pas nécessairement évident. Mais ouais, moi, j'ai écouté ça un bout, puis peut-être, je ne sais pas si c'est venu là-dedans. Mais un point que j'aimerais amener, c'est vraiment au niveau du taux de vacances. On a-tu parlé de ce volet-là versus le commercial puis l'industriel? Parce que peut-être que c'est ça qui est revenu là, avec le coiffeur. Pouvez-vous juste me dire si je m'en vais dans le champ avec ça? Ça a-tu été couvert? Bien, en fait, l'industriel, ça a été couvert, mais justement, Pat, tu as raison. Les taux de vacances dans le commerce de détail, c'était incroyable. Patrick Gagné nous a donné un exemple. Patrick Gagné l'a dit. Bien sûr. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que plus de petits locataires, ça donne une diversification de revenus. Puis le meilleur exemple, c'est Pat Gagné qui l'a fait. Parce qu'il s'est ramassé culotte aux chevilles, hein, pour rester dans son langage. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a converti son commercial avec un modèle d'affaires de multilogement. C'est carrément ça qu'il a fait. Plein de petits bureaux, 800-900$. Fait que, finalement, le meilleur modèle d'affaires, c'est le multilogement, right? Définitivement. Puis, d'ailleurs, on le sait, là, avec les banques, tout le monde, dans le multilogement, ils vont en sautant en courant. Puis, il y a même des gros propriétaires commerciaux et multirésidentiels qui se sont fait exiger, OK? On parle de gros propriétaires, là, et que les banques ont exigé en 2020 qu'ils diversifient leur portefeuille avec du multirésidentiel s'ils voulaient continuer à recevoir de l'argent de la banque pour grandir. Ouais. Moi, la conversation, là, je pourrais l'arrêter direct là. On approche 7 heures. Là. Si on fait juste regarder le ratio prêt-valeur des banques en commercial versus l'industriel, versus le multilogement avec l'OPH Select, hein, les ratios prêt-valeur de jusqu'à 95 %, alors que dans le commercial, on dépasse-tu 80 % des fois? Y a-t-il du monde qui sont d'accord avec ça? Je peux te relancer là-dessus. Je ne sais pas si Laurent avait quoi à dire là-dessus. Ah, vas-y, Benoît. Je sûr qu'il faut faire la nuance aussi avec l'accessibilité au logement. Alors, c'est sûr que la SCHL a créé ce programme-là, pas nécessairement. Oui, c'est sûr que ça l'influence les investisseurs, mais il y a aussi le fait que c'est pour l'accessibilité au logement, puis d'avoir, pas l'accessibilité, excusez-moi, l'abordabilité pour des logements. Fait que, oui, effectivement, il y a une mise de fonds qui est moindre, mais c'est surtout pour aider, comme notre ami Justin. Oui, mais attends, Benoît, là, avant le 7 mars, Benoît, là, on était quand même sur du 85 %, puis le commercial était sur du 70 %, puis souvent du 65 %. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Effectivement, qu'on était avec du 65-70 %. Par contre, il n'y a pas de prêt assuré au commercial. Mais moi, j'ai une bonne réponse là-dessus, Patrick Beaulieu. Oh boy, je l'attendais, celle-là! Juste revenir à ce que Benoît dit, là. Il n'y a pas de prêt assuré dans le commercial. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de prêt assuré dans le commercial? Il n'y a pas de prêt. Attends, Laurent voulait nous répondre là-dessus, là. Laurent allait nous dire pourquoi il n'y a pas de prêt assuré, c'est ça, Laurent? Non, mais moi, tu sais, le multilogement, c'est vrai, 15 %, 15 %, mais quand est-ce que ça finit à 15 % entre vous et moi? Là? Hein? La valeur économique s'éloigne tellement de la valeur marchande
que finalement, c'est du 20, 25, 30, 35 qu'on finit par mettre comme mise de fonds. Pareil dans le multilogement. Non, mais c'est parce que tout le monde se garoche dessus, parce que c'est un bon marché. Mais ça j'aime bien le point d'Alexa dans le chat qui a mentionné que le gouvernement prend un risque aussi par rapport à ça. C'est tout à fait vrai. C'est l'objectif de la SCHL, c'est de donner de l'accès au logement aux Canadiens qui ne se mêlent pas. Ouais, écoute, c'est ça que je voulais dire. Là. Je voyais parler, là, j'ai dit wow, minute, là, on ne compare pas les pommes avec des pommes. Là. Ici, là, le gouvernement est prêt à prendre le risque sur ses livres, mais ce n'est pas en échange de rien. On a un mandat social. Oui, on a la stabilité financière, on a le mandat social, mais ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même affaire. C'est pas pour rien qu'on n'assure pas le commercial. Là. Donc, en effet. Mais moi, en tout cas, justement, il y a une raison pourquoi ils ne l'assurent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas l'assurer, parce que c'est risqué. Puis les actuaires ont vraiment fait leurs calculs et ont statué que seulement le multilogement pouvait être assurable. Parole d'actuaire. Wow, quel beau débat. Hey Pat, moi j'aimerais ça juste partager quelque chose, peut-être faire rêver certains qui ont peur peut-être du commercial. Mais moi, j'ai un de mes amis à Toronto, si tu me laisses parler, ouais. C'est un de mes amis à Toronto. Je ne te donne pas le choix, finalement. J'ai un de mes amis à Toronto, en 1985, qui a bâti un industriel dans un grand terrain dans le parc industriel à Mississauga. Ça lui a coûté à peu près 2 millions. On parle de 1995. Il a parti sa shop de bois qui faisait des divans et tout. La semaine passée, il a finalement vendu sa shop de bois. Il a réussi à faire un peu d'argent avec la shop de bois, mais il a gardé la bâtisse. Puis la semaine passée, il y a un mois, la même shop de bois qu'il a bâti en 85, il s'est fait offert 30 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a un Subway qui est venu s'installer chez eux à 3-4 minutes de chez eux. Il y a des tours de 60 étages qui s'installent à côté de chez eux. Fait que là, tout le résidentiel est en train de prendre la place d'industriel. Fait que tout ça, ça peut faire rêver quelqu'un, mais honnêtement, le gars, il a bien fini sa carrière à 62 ans avec une bâtisse qui vaut et va juste valoir plus de valeur tantôt parce que... Mais c'est quoi qu'ils vont construire là-dessus, Pat? Ça va être un résidentiel de 60 étages. That's it! On got it! Mais l'emplacement, c'est très important. Fait que c'est ça. Tu sais, même si aujourd'hui, ton emplacement est à Saint-Jean-de-Mata, ben, ça peut devenir le centre de Joliette tantôt. Fait que, je veux juste te dire que si tu achètes à long terme, ça peut être très bon. En effet. Super intéressant. Puis en fait, on pourrait conclure là-dessus. Là. Je crois que les deux vont un avec l'autre. Dans le sens où est-ce que ton résidentiel là, que tu vas construire, s'il n'y a pas de commercial puis d'industriel à côté, là, bien, premièrement, s'il n'y a pas de commercial, ça va être difficile. Ça va être une zone perdue un petit peu. Puis les gens aujourd'hui, là, ils aiment ça avoir tous les petits services de quartier proches d'où qu'ils demeurent. Deuxièmement, si tu construis du résidentiel, puis il n'y a pas d'industriel, il n'y a pas de parc industriel pas loin des immeubles que tu vas construire, bien, il y a moins de jobs à proximité. Puis on sait aujourd'hui, les gens veulent être proches du travail. Ils veulent ensuite sortir du travail puis se rendre rapidement faire des courses pour s'en aller chez eux le plus rapidement possible pour écouter la télé ou d'autres choses. Fait que, littéralement, je crois que le résidentiel ne peut pas survivre sans l'industriel ou le commercial. Et c'est la même chose aussi de l'autre bord, c'est-à-dire que tu as bien beau construire de l'industriel, mais si le parc résidentiel n'est pas assez fort alentour, tu vas manquer de job. Et en ce moment, c'est quoi le nerf de la guerre dans les industries? C'est d'aller chercher des employés. Donc, s'il n'y a pas d'employés, à ce moment-là, tu as bien beau bâtir un gros parc industriel, tu vas avoir de la misère à aller chercher les entreprises. Vous voyez? Puis c'est la même chose au niveau du commerce de détail. Ça va prendre l'industriel, ça va pour bien approvisionner, puis ça va de l'autre côté, mais ça prend bien sûr des consommateurs résidentiels. Fait que je pense qu'en bout de ligne, là, je pense que les trois marchés sont interdépendants. Il est hyper important là, qu'il y ait un lien entre tous. Et je suis parti là-dessus, là, ce n'était peut-être pas l'objectif, mais le point est que ce soit un ou l'autre, je pense qu'on a tout avantage à tout le monde de travailler ensemble puis d'investir autant dans le multirésidentiel, dans le commercial. Puis bien sûr, comme Patrick, à un moment donné, faire du 50 logements et plus.
puis pas tellement loin de là, de bâtir une RPA. Ça va tout suivre. Et après ça, ça va prendre un autre bâtisse commerciale pour Gel-Bourgie, mais peu importe, c'est que la roue tourne. Et je pense que ça prend littéralement tout. L'institutionnel est hyper intéressant aussi. Hein? Ça prend l'institutionnel aussi dans un quartier ou proche d'un quartier résidentiel, proche d'industriel, proche des commerces. Donc, les écoles, les hôpitaux. Donc, en bout de ligne, là, je pense que tout le monde est interdépendant. Fait que de mon côté, c'est ce que j'avais à dire. 19h57. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient un mot de la fin à mentionner? Je laisserai peut-être à Laurent et peut-être une autre personne, Laurent ou Mélissa ou Benoît, ou les gens qui ont participé, là, dernier point, Vanessa, Lucie. Moi, j'ai adoré. Je pense qu'on n'a pas fait le tour. Hein? Fait que si Patrice, tu donnes le go, on pourrait faire une shot financement après ça, puis une shot aussi rentabilité. Je pense que rentabilité aussi, ça peut être bon d'en parler. Oui. Puis exactement. Puis là, on va avoir du monde. Là, il faut dire là, que ce soir, les courtiers commerciaux sont tous présents. La raison de tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers résidentiels. Il y en a plusieurs, mais ils sont tous demain au forum en train de se préparer. Puis il faut dire que jeudi, il y a 30 courtiers de PMML qui s'en vont en Floride pour une autre conférence. On avait aussi Patrick là, qui a participé un peu avec nous, Fanny et Cédric qui étaient aujourd'hui à la conférence à New York sur le multirésidentiel. Donc, on voit que ça bouge présentement. Et je serais curieux d'avoir également un autre débat là-dessus. Et j'espère que ça vous a donné une petite idée. Fait qu'à main levée, s'il vous plaît, faites-le avec le système en bas à droite à réaction. Là. Je demanderais, je pense qu'il y a moyen de faire des sondages un peu. Je ne sais pas si ça se fait facilement. Non, ça va trop être long. Mais à main levée, là, électroniquement, ceux qui désirent investir dans le multirésidentiel, levez la main. Puis après ça, on va demander le commercial. OK, ça continue. OK, on continue à lever la main. Parfait, on a quasiment une cinquantaine de personnes. Maintenant, pour ceux qui veulent investir dans le commercial, levez la main. Oups. Hey, Pat, tu as levé la main 2 fois, ça ne marche pas, Patrick Gagné. Tu as le doigt. Fait que je pense que c'est pas mal chaud. Hey, c'est impressionnant. Je t'assure que le commercial, tu as pour se faire littéralement laver ce soir. Fait qu'on va lever notre chapeau à Laurent, Mélissa, Benoît, Florian, qui ont bien sûr bien défendu. Là, j'en oublie sûrement. Mais en même temps aussi, félicitations à tous les courtiers qui ont parlé de multirésidentiel ou des investisseurs qui ont parlé de multirésidentiel. Mais quand même une belle soirée. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. La semaine prochaine, on se voit mardi soir prochain. Et Gabriel, je vais te laisser terminer la session. Je ne sais pas si on a déjà le sujet pour la semaine prochaine. Oui, merci à tout le monde. Merci surtout à tous les courtiers, puis surtout les participants et les investisseurs qui ont participé, qui ont partagé. C'est très pertinent aussi. Donc, oui, Patrice, pour répondre à ta question, la semaine prochaine, on risque de parler de prêt privé. Aussi, ça risque d'être fort intéressant, autant pour sauter sur les opportunités dans le commercial que sur les belles opportunités, puis passer à l'action rapidement dans le multilogement. Donc, ceci qui met à disposition de plusieurs investisseurs qu'on offre chez PML. Donc, Régina Sabodini, la semaine prochaine, va animer la séance. Donc, soyez tous présents. Puis, merci à tout le monde d'être présent. Puis, suivez PML TV. On a des belles choses puis des beaux vlogs aussi qui sont présentés. Donc, si vous voulez suivre le parcours de PML puis vous voulez surtout apprendre du parcours d'autres investisseurs, bien, il y a plein d'épisodes. Puis, toute la bibliothèque aussi de Café PML des dernières semaines et tous ces réseaux sociaux. Donc, suivez-nous. Puis, communiquez avec les membres de l'équipe si vous êtes prêt à faire des offres d'achat, vous êtes prêt à vendre, chercher du financement. Partout au Québec, on a le professionnel pour vous accompagner. Donc, sur ça, je vous souhaite une super belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Merci à tout le monde. Puis en passant, vous allez voir, suivez-nous dans les médias sociaux là, dans les prochains jours. Probablement demain, ça va être une grosse journée. Également, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va être à une conférence Tenix Grant Cardone en Floride avec
trentaine de courtiers. Ensuite de ça, continuez à nous suivre parce qu'on va faire un voyage exploratoire pour l'ouverture d'un bureau PMML en Floride. Fait que ça va être quand même quelque chose de très intéressant dans les prochains jours pour ceux qui demandent d'intérêt. On préfère un jour, on investit un combat entre investir aux États-Unis, en Floride ou investir au Québec. Et même éventuellement l'Ontario versus le Québec. Ça, je pense, je vois Alexa qui est là. Peut-être qu'on pourrait un jour avoir un beau débat là-dessus parce qu'elle est de la région d'Outaouais. Fait que quelqu'un qui est dans la région d'Outaouais peut définitivement aller soit d'un côté, soit de l'autre. Fait que je trouve ça intéressant, tout le monde. Passez une belle soirée, belle semaine. Puis on se voit bientôt. Au revoir.